au responsable de ce centre et à mon petit frère Gorgui, Elhaj Gorgui Wadndoy. J'ai été très séduit lorsque j'étais à Genève sur ton invitation. J'ai vu combien tes collègues, tes amis t'adulaient. J'ai vu combien ils te respectaient et j'ai vu combien ils t'écoutaient. J'ai vu aussi combien tu inscris ton projet de développement personnel dans le cadre de la construction du Sénégal et de l'Afrique. C'est une idée que je partage avec toi. Et je considère que tu es en train de faire énormément pour ce pays parce que la culture, l'éducation, la formation, les arts et les lettres, et j'ajouterai la science et la technologie, sont les fondamentaux pour construire quelque chose. Et dans ce pays, c'est en train de partir. Et je pense qu'il faut que tous ceux qui sont des intellectuels, des cadres, puissent mener ce combat. Il faut restaurer les connaissances, quelles que soient d'ailleurs au départ les langues qui les portent, qu'elles soient arabes, parce qu'on a une bonne classe intellectuelle arabophone, que ce soit le français, l'anglais, nos langues nationales, ainsi de suite. Alors moi je salue tous mes camarades ici, panélistes, on est des camarades là. Tout à l'heure, le modérateur a parlé de l'extrême gauche qui touche à l'extrême droite. Ça m'a rappelé la parabole de Luis Corvalán, secrétaire général du Parti communiste chilien, qui parlait comme cela. Et je pense qu'il est important. Alors moi, parce que Gorgui m'avait briefé, et donc il imprime un peu le cheminement de mon exposé. Je reviendrai dans les discussions sur le débat, les grands débats posés ici. J'ai voulu un peu parler de choix politiques, choix littéraires, parcours social et intellectuel. Et à travers des poèmes. Je suis un apprenti poète. Sur cette table, je suis le moins compétent. Donc j'apprends beaucoup de celles et de ceux qui sont là. Mais l'éducation dans nos sociétés, c'est d'abord l'éducation au sein de la cellule familiale. Et dans cette cellule familiale, la maman joue un rôle essentiel. Et je pense qu'on est en train de perdre cela. Et cela aussi participe au fait que notre système éducatif, de manière générale, ne voit pas trop l'être humain, l'homme et la femme, la citoyenne et le citoyen. Et cette éducation est essentielle. Et moi, j'ai essayé de me rappeler un peu ce que ma maman a fait pour moi, orphelin, qui a perdu son papa à l'âge de 1 an et demi. C'est peu, mon poème, évidemment, par rapport à ce qu'elle a fait, mais je pense que chacune et chacun ressentira peut-être une part de lui-même dans ce que je vais lire. Ma mère, quand le ciel s'illumine, que la fraîcheur enveloppe la nature de rosée et que l'aurore furtive s'installe, voici que s'activant au fourneau, maman, enveloppée de pagne, toujours aux belles couleurs écarlates, tu m'accueilles avec une darne de pain beurre. Que j'avais hâte de me blottir dans tes habits, au parfum de première pluie. Petit galopin turbulent, chaton tout doux et docile, dans mon nid de tissu coloré. Maman, mère des orphelins, mère des déshérités perdus dans la rue, comme Gaïa pour tous les enfants de Dieu, resterait-il une seule mère au monde que ce serait toi, Yayam? J'ai parcouru des étendues immenses, j'ai visité des pays au ciel noir et à la terre grise, j'ai vu des femmes grandes et sveltes, la jarre en équilibre sur la tête, vendre le lait du petit matin au soir. Maman, si longtemps tu as marché, digne, brave comme une lionne, pour nourrir, éduquer le sien sang. Maman, plus que l'amour maternel,
D'admiration pleine mon cœur empli, je te contemple, grande royale. Tu m'as légué des yeux de Chinois, un air d'aristocrate. Que pourrais-je t'offrir sans offusquer ta fierté de Bodar? Maman, ton regard est lumière, et ta poignée de main étincelle. Je ne suis pas encore suffisamment adulte pour perdre le privilège de poser ma tête sur tes genoux, goûter aux délices des caresses de tes doigts fins à la peau de chamois, dans mes cheveux encore noirs et tendres. Je l'ai senti, entendu ce tien regard indicible m'envahir, m'ordonner à rester debout et droit comme lui. Oui, maman, tu m'as appris que vivre est une dignité, que l'on n'acquiert qu'en conquérant, vivre intensément l'espoir de vaincre, croire, toujours croire au lever du soleil. Ainsi, tôt me montrais-tu la voie noble, bravoure, labeur, vertu, droiture, partage. Me voilà donc au clair de pleine lune opale qui découvre la savane d'habitude sombre. J'ai ramassé le bois mort, les tessons de charbon pour attiser les chaumières de tes fourneaux et amoindrir les rigueurs grises du Sénégal. J'ai aussi façonné des lutteurs en roseau, dessiné des canards sur mon ardoise noire, construit des voitures à l'ombre de mécaniciens bavards. Car maman, par ton génie sans pareil, tu n'as point volé ma jouissance de môme vacant à ses loisirs innocents d'enfant. Maman, tu ne connais aucun alphabet. Cependant, tu m'as appris à lire, à relire, syllabes et mots latins sur ardoise et cahier. Araf, versets et sourates du Saint-Coran couchés sur mon alloy. Grâce à ta pédagogie émotionnelle et ton énergie de mère inépuisable, ta science reposant sur ta foi inébranlable, tu m'as appris à lire la nature et l'esprit. Ai-je compris ta leçon? Je sais seulement que la voie est longue, parsemée d'obstacles, tantôt sordides, souvent traîtres, quelquefois méchants et gratuits, mais pour le preux chevalier, elle se couronne toujours de glorieux jalons vers le sommet. Maman, aujourd'hui plus qu'hier, je me sens comme sur Pégase, dopé par ta voix, la lumière inextinguible de ton cœur qui purifie, éclaire mon chemin. J'ai voulu ici résumer ce que, pour moi, merci. Merci. Ce que la maman représente pour nous. Alors, quand on quitte cela, évidemment, on passe à l'école. Quelque chose qui semble disparaître de plus en plus, la lecture. Il faut que les enfants, les jeunes lisent. Si on ne lit pas, on ne peut pas s'élever. On ne peut pas s'élever dans tout. Il faut lire. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui. On le voit, les hommes politiques. Beaucoup manquent de culture parce qu'ils ne lisent pas. Même beaucoup de nos intellectuels ne lisent pas. Je pense qu'il faut saluer, il faut promouvoir la lecture. Et on est heureux d'être ici, au Centre culturel Maurice Gueye. Je pense qu'ils sont à féliciter et à saluer. Alors, j'ai essayé de me souvenir des livres qui m'ont marqué. Je l'ai intitulé, c'est un petit texte, Souvenirs intellectuels. Alors vous y trouverez comment je lisais. Ça va faire rigoler beaucoup de monde. Et je continue à le faire. Il y a une chose juste que je n'ai pas dite, c'est que je travaille plus couché sur mon lit que assis devant un bureau. C'est assez bizarre. C'est comme moi. Ah, j'ai un ami, le doyen Mansour Ndoye, lui aussi c'est pareil. Alors j'ai intitulé cette affaire Souvenirs intellectuels.
Au revoir, mon manguier aux 3 branches qui m'accueillait au creux de ses racines, le cahier et le livre bien tenus dans des mains frêles. Je lis, je rêve et mon esprit s'empare de 1000 torches. J'ai lu des livres d'enfants adultes. Connaissez-vous l'enfant, le bachelier et l'insurgé, de ce Jules Vallès qui vous pousse dans le précipice de la révolte? J'ai tempéré mon ardeur naissante en commentant enfance et adolescence de l'éternel Léon Tolstoï. Et je croyais à jamais ma pensée subversive assagie que j'eus une autre enfance dans des mains chaudes du talibé privilégié, cette enfance de Maxime Gorky. N'eût été Kamaralai, qui me ramena au monde féerique des vacances passées entre Peul Jos et Diama, à courir, à arracher après la pluie des gartiers, ces racines gorgées de sève que nous sucions à l'image des singes que nous ne manquions pas de déranger. J'aurais dressé des barricades de bois mort. J'ai pourpassé mon précieux temps, construit cette cité des merveilles, de temps en temps tumultueuse. J'ai un double imaginaire, Dostoïevski. Celui-là, je n'arrive pas à le saisir, impossible de le décrire. Je l'imagine fou solitaire. Comment à la fois écrire l'idiot, crime et châtiment et souvenir de la maison des morts. Il me rendit triste. Et pourtant, ces livres, j'ai toujours adoré les lire. Et il me força à une intense introspection à laquelle j'eus la chance de survivre. Il y a des ombres qui iront dans mon paradis. J'y convierai Gustave Flaubert, avec son éducation sentimentale, et Madame Bovary, qui accompagne si bien l'adolescent. Je ne veux pas entendre les purs qui le traiteraient de pécheur. Mon tribunal ne retient que la plus-value de l'esprit. Les bannis aussi participeront au festin littéraire de mon paradis. Ils sont libertins et révoltés. Y a-t-il du mal à être passionné de Baudelaire, de Arthur Rimbaud et de cet enflammé et imposant Maïkovski? Que j'ai envie de l'écouter, déclamer ces vers métalliques forgés à l'acier de Toula, ces vers complexes de mots coupés au couteau de Tabaski dans le dictionnaire libre service de la vie réelle. Ce siècle n'est plus celui des rêveries du promeneur solitaire. Un Jean-Jacques Rousseau y aurait un androïde pianotant des doigts des 2 mains. Mon poète, Léopold Sédar Senghor, survivrait-il à ce tsunami dans la civilisation de l'universel? Elle est bien plus enthousiasmante que cette globalisation qui écrase la pensée, tue des vies fragiles, offre les plus-values aux possédants et veut nous confiner à l'atteinte des OMD et à la ritournelle de la lutte contre la pauvreté. Je veux voir David Diop, flamboyant de sa poésie à vous casser le tympan, obligés que nous sommes enfin de nous lever pour gagner notre dignité, plus les invectives et les mots faciles des ignorants, mais le dur travail patiemment, rigoureusement et courageusement accompli. Et nous marcherons à côté de Cheikh Anta Diop, la tête haute, le pas ferme. Je sais qu'il n'y a de limite que celle que nous fixe notre ignorance et un manque d'ambition cultivé et chaque jour répété par ces troubadours du surplace. J'aimerais voir John Steinbeck. Vous pensez au raisin de la colère, mais moi, je pense tragiquement à Léni, des souris et des hommes. J'ai besoin du cubain Alejandro Carpentier, de Ndop, de Gabriel Garcia Marquez, l'auteur de 100 ans de solitude. Et que ferais-je sans Borges? Rien d'autre que chaque jour, je dois renouveler mon désir insatiable d'apprendre, de me cultiver pour être moins ignorant et plus entreprenant. Alors, un jour, il y a 15 ans, j'étais ici à Rufisque sur la route nationale
peut-être ça présageait déjà que j'allais habiter à Rufisque. Et avec des embouteillages à n'en plus finir, et puis ça m'a amené à écrire un poème sur Rufisque. Et je vais le partager avec vous. Rufisque. Rufisque, ville rustique, nourrie à la poussière de ciment, haletante et prise de hoquets frénétiques. Des cars rapides et des camions remplis dans la démesure enfument les rues défoncées aux rebords pourris. Rufisque, ville mémoire, des maisons pauvres et décrépites, des balcons en bois décrochés des murs rocailleux. Le passant inconscient traverse la rue. Il s'engage vers la mer en furie et la mer inlassablement déménage les bicoques, les pirogues et même les algues. Les familles pleurent et Mamkoumbalamb silencieuse. Rufisque, ville de ma môme. Elle est noire comme l'ébène, ses yeux blancs, lait de chèvre d'une nuit, me foudroient. Elle est svelte, c'est une fille du Sahel. Ses lèvres suaves, sa cicatrice et son visage mystérieux englobé d'amour douloureux m'ont ébloui et soumis. J'ai senti la douceur de la fille solitaire, j'ai goûté au baiser sucré, j'ai compris, j'aime la fille de Rufisque, la fille du berger, noire et solitaire, j'aime.